Bonsoir chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre journal en version française. Bienvenue et je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, les syndicats ont lancé un appel en faveur d'une meilleure considération de tous les travailleurs malagasy sans distinction. Ils dénoncent le non-respect de nombreuses dispositions de la législation du travail ainsi que l'absence d'une politique claire en matière d'emploi. Selon eux, les travailleurs sont encore loin de bénéficier d'un travail décent, d'où cet appel lancé aux autorités. Felana Rakutor Sulu et Nzar Ranjiansu. De manière générale, les droits fondamentaux des travailleurs malagasy ne sont pas respectés, les empêchant d'accéder à un emploi décent et équitable. Ces manquements se manifestent sous plusieurs formes: non-respect du salaire minimum, absence de couverture sociale, manque de protection contre les risques professionnels et insuffisance des dispositifs de santé de travail, entre autres selon le syndicat FISEMRE. Plusieurs syndicats de travailleurs issus de différentes régions ont organisé une marche ce jour dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Le cortège est parti d'Ambuzatouf pour se terminer au Palais des Sports de Mamassen. Toujours dans ce contexte, la plateforme syndicale Ranjan affirme que les objectifs n'ont pas été atteints lors de la célébration de la fête du travail organisée aujourd'hui avec le gouvernement. Les représentants de l'État ont quitté les lieux immédiatement après leur prise de parole et les discours prononcés n'ont pas été satisfaisants selon eux. C'est Nranirland pour plus de détails. Alda, l'une des travailleuses ayant activement participé aux manifestations du 1er mai aujourd'hui, rencontrée à Anoussi, se dit déçue. Selon elle, les revendications des travailleurs n'ont pas été entendues. Les représentants du gouvernement étant partis sans réellement écouter les attentes des travailleurs malagasy. La lutte des travailleurs du secteur privé s'annonce encore difficile, selon Parsan Rakutmang, secrétaire général de la plateforme syndicale. Les objectifs des travailleurs, notamment en matière de revendications syndicales exprimées à Mamassen, n'ont pas été atteints. D'après ses explications, une demande d'augmentation salariale est en attente depuis 5 mois, mais elle est encore en cours d'élaboration au niveau de l'État. Ainsi, la plateforme syndicale s'est retirée de la célébration dès le départ des représentants du ministère du Travail et de la primature. Dans un tout autre sujet, au niveau du Fuktan d'Anusbe Anjefana 1, dans le 4e arrondissement, les préparatifs pour les enregistrements biométriques sont en cours depuis le début de cette semaine, à la suite des campagnes de sensibilisation. Les habitants se montrent particulièrement intéressés et posent de nombreuses questions à ce sujet, selon le chef de Fuktan, interrogé par nos journalistes Felana Rakutor Sulu et Nzar Ranjiansu. Les campagnes de sensibilisation de proximité sur l'enregistrement biométrique sont en phase de finalisation au sein du Fuktan d'Anusbe Anjefana 1 dans le 4e arrondissement. Toutes les dispositions nécessaires au lancement de l'enregistrement biométrique sont actuellement mises en place après les descentes sur le terrain et les sensibilisations entamées depuis le début du mois d'avril. Les habitants manifestent un réel intérêt pour cet enregistrement biométrique, notamment en raison de la simplification des démarches administratives au niveau des Fuktan. Il convient de rappeler que l'identité biométrique a été mise en place afin de lutter contre la fraude, permettre à chaque individu de disposer d'une identité unique et garantir des élections transparentes à l'abri de la corruption, selon les explications. Les problèmes fonciers restent nombreux à Madagascar et engendrent des conflits au sein de la société. C'est ce qui est ressorti lors du sommet national organisé cette semaine par les organisations de la société civile œuvrant dans le foncier.
un sommet conduit par la plateforme pour le foncier ou CIF. Face à ces nombreuses problématiques, une résolution a été publiée à l'issue de cette rencontre. Les propositions avancées portent principalement sur les moyens permettant aux Malagasy d'accéder à leurs terres. Ces recommandations sont structurées autour de 5 axes pour résoudre les problèmes fonciers à Madagascar. Les problèmes liés au statut des terres, à leur occupation illégale ou encore à l'expulsion des populations de leurs terrains constituent de manière générale les principales sources de litiges fonciers à Madagascar selon la plateforme pour le foncier CIF en raison de la faiblesse du système de gestion foncière. La pression et les conflits dans la gestion foncière ne cessent d'augmenter avec la croissance démographique et la présence de la corruption, ce qui réduit la confiance de la population envers la gestion foncière dans le pays. Afin de rechercher des solutions, les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine foncier ont organisé cette semaine un sommet national pour améliorer la gestion du foncier. À l'issue de ce sommet, des recommandations ont été formulées pour résoudre ces problèmes via 5 axes principaux. Cette résolution sera présentée aux responsables en charge du foncier dans le pays. Elle contient des propositions détaillant les modalités de la mise en œuvre des axes mentionnés. Les organisations de la société civile ayant pris part à ce sommet ont exprimé leur volonté de contribuer à la recherche de solutions pour améliorer la gestion foncière à Madagascar. Dans les actualités également, les droits des journalistes exerçant sur le terrain ne sont toujours pas pleinement respectés, entraînant régulièrement des tensions entre les professionnels des médias et les forces de l'ordre. Une situation observée ces derniers mois lors de diverses manifestations publiques. Dans ce contexte, un débat réunissant les acteurs de la sécurité et les journalistes s'est tenu hier à Iftour au Nansan. De manière générale, les droits des journalistes sur le terrain restent insuffisamment respectés. Ces derniers mois, de nombreux professionnels dénoncent des cas de destruction de leur matériel de travail. Afin d'améliorer les relations et les interactions entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité sur le terrain, une conférence suivie d'un débat s'est tenue hier à l'Iftour Nansan autour du thème « Concilier la liberté d'informer et les impératifs de sécurité ». Cette rencontre a réuni des représentants des forces de défense et de sécurité, notamment de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi que des représentants des journalistes et de l'ONDH. Parmi les points abordés figuraient notamment le droit pour les journalistes d'exercer leur métier sur le terrain, un droit souvent mis à mal lors de diverses manifestations. Il a été décidé de procéder à une évaluation et de poursuivre la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux parties en 2018. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de la célébration de la Journée mondiale de la liberté des presses. Et dans les actualités sociales, la récolte du riz commence actuellement pour les agriculteurs. La production de cette campagne agricole est jugée satisfaisante selon les paysans de la commune d'Anusiavarach où notre journaliste Nza Khanjiansou s'est rendu. La récolte de riz débute progressivement en ce moment, notamment pour le riz de grande culture. Après 6 mois de travaux, entamés depuis le mois de novembre, les agriculteurs arrivent aujourd'hui à la période de récolte, comme l'explique cette mère de famille agricultrice vivant à Anusiavarach. Selon ses propos, la production a été bonne durant cette campagne agricole. Toutefois, la réussite de la saison dépend en grande partie des précipitations. Outre la pluviométrie, l'utilisation d'engrais biologiques constitue également un avantage important dans leur pratique agricole. En tant que culture principale, cette production de riz est destinée à subvenir aux besoins annuels de cette famille, dont les activités reposent essentiellement sur l'agriculture. En plus de la riziculture, qui constitue leur activité principale, cette famille pratique également d'autres types de cultures.
Parlons à présent de santé. Au total, 54 districts sont désormais touchés par l'épidémie de Mpox, rapporte le ministère de la Santé publique. Mazang, autrefois en tête, occupe désormais la troisième place en termes de taux de contamination. Antananarive se hisse désormais à la première position. Les professionnels de santé appellent ainsi la population à la vigilance, notamment à se faire vacciner afin de prévenir la propagation de cette maladie. Les détails avec Felen Rakoutoir-Soul sur les images de Nzaran Jiansou. 20 nouveaux cas de Mpox ont été enregistrés au 29 avril 2026, selon les données du ministère de tutelle. Parmi eux, 14 cas sont confirmés et 43 personnes sont déclarées guéries. Aucun décès n'a été signalé. Au total, 20 tests ont été réalisés, 11 dans la région Analamang, 4 dans la région Sava, 3 dans la région Vaknakarach, 1 dans la région Buen et 1 dans la région Melak. Depuis décembre 2025 jusqu'au 29 avril 2026, 2350 cas cumulés ont été recensés, 1012 personnes sont guéries, 3 décès ont été enregistrés, 1967 tests ont été effectués, 1251 cas ont été confirmés. Face à la hausse des cas de Mpox, la vigilance reste essentielle. Les professionnels de santé encouragent chacun à se faire vacciner pour limiter la propagation de la maladie. Antananarive reste en tête avec le taux le plus élevé de contamination aux Mpox, soit 16%. Touliar occupe la deuxième place avec 10%, suivi de Mazang avec 8%. Les enfants en situation de précarité, pris en charge au sein de 4 centres à Antananarive, sont à l'honneur. Un événement intitulé Festival des talents a ainsi été organisé, mettant en avant leur aptitude artistique et artisanale. Selon les responsables, l'objectif est de favoriser l'unité entre les enfants malgré leurs différences. Détails sur les images de Yves Chanel. Le Festival des talents s'est tenu à Mboumenamboul. Au total, 1300 enfants vulnérables issus de 4 centres regroupés au sein de Klungamanung y ont présenté leurs talents. Dans ces centres, au-delà de l'éducation scolaire, les enfants sont formés à divers métiers manuels tels que le travail du bois, la transformation du métal ou encore la coiffure. Ils bénéficient également d'initiations aux activités artistiques comme la danse, la musique, le chant et le cirque. Cet événement permet de valoriser la solidarité et l'esprit de cohésion entre les enfants, selon les responsables. Mounza Razonarsan, le directeur de l'un des 4 centres, rappelle également que ces enfants ont les mêmes droits que tous les autres. Il est à noter que ces 4 centres collaborent depuis plusieurs années et apportent une aide directe à 3000 personnes et indirecte à 10 000 autres. Leur action couvre notamment l'éducation, la scolarisation et la délivrance d'actes de naissance. Ils soutiennent également les familles à travers les cantines scolaires, la santé, les activités génératrices de revenus et les microcrédits. Un accompagnement psychosocial ainsi qu'un accès à une assurance santé sont aussi proposés, sans oublier l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le guide suprême iranien a affirmé hier que les États-Unis avaient subi une défaite honteuse face à son pays en pleine remontée des tensions qui ont fait brièvement bondir des cours de pétrole à $126 le baril, un niveau inédit depuis 2022. France 24. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, dans ce texte a affirmé que désormais la région du Golfe Persique et de la mer d'Oman et le détroit d'Ormuz seront contrôlés par l'Iran, sécurisés par l'Iran, sans la présence des Américains. Dans un post qui a été publié sur le réseau X, il y a même une photo où on voit un casque
une mitraillette américaine au fond du Golfe Persique, en affirmant que la place des Américains est désormais au fin fond des eaux du Golfe Persique. La même position a été donc répétée par le président du Parlement iranien, qui est la figure montante du pouvoir iranien, qui avait dirigé l'équipe de négociateurs iraniens à Islamabad. Il a affirmé que en 1622, l'Iran avait mis fin à l'occupation du Golfe Persique par les colonisateurs européens après donc 115 ans d'occupation. Et donc cette fois-ci, ça sera donc la fin de la présence des Américains à laquelle on va assister. Donc une déposition très dure répétée par différents responsables du pouvoir iranien. En Côte d'Ivoire, la plus grande exercice militaire des forces spéciales américaines en Afrique s'est achevé hier. Axé sur la lutte antiterroriste, il a réuni pendant plusieurs semaines des militaires d'une trentaine de pays. C'est la deuxième fois que le pays accueille l'exercice, une manière de se positionner comme leader sur les questions sécuritaires dans la sous-région. France 24. Plus de 1500 militaires issus des forces spéciales d'une trentaine de nations se sont entraînés ensemble pendant près de 3 semaines à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à l'ouest d'Abidjan. Objectif, renforcer l'interopérabilité alors que la menace terroriste a rarement été aussi préoccupante au Sahel. Les menaces terroristes ignorent les frontières et ne peuvent être contenues que par une volonté commune. À travers l'organisation successive de cet entraînement majeur en terre ivoirienne, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, réaffirme la solidité des relations entre nos deux armées et le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la sécurité régionale. Un rôle que Washington n'a cessé de souligner au cours de cette cérémonie, allant jusqu'à remercier la Côte d'Ivoire, je cite, pour exporter la sécurité dans la sous-région. Pour l'administration Trump, c'est aussi une manière d'entériner sa nouvelle doctrine militaire auprès de ses alliés africains. Les États-Unis ont redéfini leurs relations avec l'Afrique sur la base d'un partenariat au bénéfice mutuel. Dans le domaine de la sécurité, cela veut dire renforcer les capacités des partenaires capables de devenir des leaders, alors que nous apportons un support précis et défini dans le temps qui correspond à nos intérêts communs. Nous allons arrêter les engagements à durée indéterminée. Aux bases militaires permanentes, Washington affirme désormais préférer la formation. En 2025, ce sont 3000 soldats ivoiriens qui ont été formés par les États-Unis, qui a également apporté un soutien logistique avec le don d'une petite centaine de véhicules militaires. Les pirates sont-ils de retour en Somalie alors que les attaques avaient diminué cette dernière décennie? 3 bateaux ont été capturés au large de la Corne de l'Afrique en seulement une semaine. Un coup dur pour le trafic maritime déjà très perturbé en ce moment par le conflit au Moyen-Orient. France 24. Les 3 bateaux attaqués par ces pirates somaliens sont toujours arraisonnés le long de la côte du pays. L'un d'entre eux transporte du pétrole, un autre transporte du ciment et le troisième a une cargaison inconnue. Il y a près de 15 ans, il y avait de très nombreuses attaques le long de la côte. En 2011, pas moins de 212 attaques avaient été recensées. Mais depuis, une force européenne a été déployée dans la région et le nombre d'attaques a diminué drastiquement. Alors pourquoi y a-t-il une recrudescence des attaques de pirates au cours des dernières semaines? Eh bien, j'ai pu discuter avec le vice-amiral responsable de la force Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Les pirates pensent peut-être que l'attention internationale est concentrée sur le détroit d'Ormuz. Ils y voient donc une fenêtre d'opportunité et se disent « D'accord, la priorité internationale est là-bas, alors nous pouvons agir maintenant ». Des armées occidentales qui regarderaient ailleurs et qui pourraient même directement perturber les réseaux habituels employés par ces pirates, ce qui les pousserait à agir. Écoutez de nouveau l'amiral. Le blocus mis en place par les forces américaines dans le détroit d'Ormuz, mené près des côtes pakistanaises, perturbe également certains trafics illégaux ou légaux à destination de la Somalie.
et les clans de pirates perdent des revenus. En plus du contexte géopolitique international, il y a la situation locale en Somalie. L'économie va particulièrement mal. Les pirates essaient donc de trouver des solutions pour subsister. Et puis enfin, il y a la météo. La mousson devrait démarrer d'ici 3 semaines en Somalie. À ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile de s'éloigner des côtes. Donc les pirates profitent de la fenêtre météo actuelle. En attendant, que peut faire la force navale européenne? Eh bien, continuer de patrouiller au large des côtes, essayer de mobiliser les gardes-côtes somaliens pour qu'ils agissent plus régulièrement et enfin, essayer de mobiliser les marines internationales qui pourraient accepter d'intervenir pour empêcher ces actes de piraterie. Et nous voici au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.